choisi ORTM2 pour vous informer. Vous avez bien fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le projet Mali Digital Accélérateur a été officiellement lancé ce jeudi au CICB avec comme thème Start-up et innovation, des solutions face aux défis économiques. Il s'agit à travers ce projet d'accélérer la formation et le financement des projets des jeunes talents évoluant dans le digital. Plus de 200 jeunes seront formés et accompagnés tout au long de leur avancement en vue de faciliter leur insertion dans les circuits de la production. Mamtou Danti. La transformation numérique est l'un des piliers de la vision du développement socio-économique du Mali Kouroua, d'où ce lancement du projet Mali Digital Accélérateur. Il s'agit à travers cette initiative de soutenir les jeunes start-up en leur facilitant l'accès au financement et en leur offrant un accompagnement de haut niveau. Et aujourd'hui, 20 mars, au CICB, on a décidé de lancer, d'informer la population que nous avons lancé ce projet ambitieux qui vise à promouvoir la technologie et à ancrer ce cadrage-là au niveau de nos entrepreneurs. L'accélérateur, en fait, c'est un niveau supérieur de l'incubateur. Donc ça va permettre de regarder, d'identifier d'abord les startups qui sont déjà sur le marché et ensuite regarder leur projet est à quel niveau, voir s'il y a lieu de faire de la recherche et du développement dessus. Ensuite proposer des produits qui sont prêts à l'utilisation du marché malien et international. Ce projet vise à former 50 jeunes start-up dès sa première année avant de donner une opportunité majeure à plus de 200 jeunes professionnels évoluant dans l'économie numérique. Aujourd'hui, le secteur du numérique au Mali est en pleine effervescence et le Mali Digital Accélérateur est une réponse aux difficultés que connaît ce secteur-là. C'est un projet qui entre dans beaucoup de paramètres d'accompagnement, qui va de l'accompagnement financier à l'accompagnement technique, une sorte d'incubateur également. Aujourd'hui, le département ne peut être qu'à leur côté pour les soutenir et leur témoigner vraiment de toute la solidarité de l'ensemble du gouvernement. Nous pouvons également leur faciliter l'accès à plusieurs acteurs qui évoluent dans ce secteur-là. Et je crois qu'il leur revient à eux aujourd'hui d'un peu réfléchir à comment est-ce que nous aussi nous pourrions les accompagner et de venir vers le département pour ce faire. Déjà, Mali Digital Accélérateur est bien apprécié dans son ensemble et les jeunes y fondent beaucoup d'espoir. Le Mali Digital Awards nous a beaucoup aidé par rapport au prix, par rapport au chèque qui nous a été remis et par rapport au réseautage. Par rapport au Mali Digital Accélérateur, nous espérons avoir plus par rapport au financement, par rapport aux formations surtout et par rapport à un accompagnement direct au niveau des startups. Il serait important qu'on accompagne les startups, surtout dans ces moments difficiles. Je pense que l'avenir appartient aux jeunes, on le dit toujours, mais est-ce que nous mettons vraiment les actions en place pour que les jeunes puissent réussir dans l'avenir? Est-ce que nous prenons vraiment les choses en compte pour que les startups puissent mieux innover et devenir des entreprises? Ainsi lancé, Mali Digital Accélérateur ambitionne aussi de créer une école 100% digitale pour la génération future. Elle sera basée à Sibi pour une jeunesse épanouie au cœur de la digitalisation. Où l'intelligence se développe. La rédaction de ORTM2 a voulu mettre en lumière certaines femmes battantes pour le 8 mars et aujourd'hui on s'intéresse à Kaba Awa Maïga, la première femme arbitre du Mali. Elle est dans le domaine de l'arbitrage depuis une vingtaine d'années. Fonctionnaire, elle est aussi la présidente de la commission technique des arbitres de la Ligue de basket de Bamako. À la rencontre de Awa Maïga, c'est avec Aïssata Dite Koumbakane et Soumaïla Konari. Derrière cette allure de vraie femme africaine du salon, se cache un symbole de maître des planchers dont la vie rime avec une discipline qui fait la gloire du Mali, le basketball. Kaba Awa Maïga, passionnée du basketball depuis toute petite, est née le 9 décembre 1986 à Bamako dans une famille de sportifs et aussi mariée à un basketteur. L'épouse du basketteur Kaba est aujourd'hui mère de 2 garçons.
Arbitre de basket, après ses études, Hawa est passée par le lycée Prosper Camara où elle jouait avec ses grandes sœurs de 2000 à 2001. Quelques années après, elle s'est convertie en arbitre après un stage de l'INS, actuel INJS. Quand je venais toute petite, je voulais jouer et je n'ai pas de licence. Les arbitres disaient de me laisser jouer. Et c'est comme ça, quand je voyais le monsieur Madi Moussa arbitrer, je suis venue dans l'arbitrage. Une fois, j'ai dit à ma maman, et je vais arrêter de jouer. Elle m'a dit non. J'ai dit, tout le monde est en train de jouer avec sa propre licence. Et moi, je suis Al-Caire parce que j'étais avec ma grande sœur. Et à travers ces gens-là, j'ai dit à ma maman et ma tante Salamatou, paix à son âme, bébé, que je vais aller dans l'arbitrage. Et je suis allée dans l'arbitrage en 2000-2001. Et quand je suis rentrée, c'était pas facile. 25 ans, soit un quart de siècle, c'est un parcours professionnel non négligeable dans la vie d'une personne. Hawa Maïga est passée par beaucoup de chemins avant d'en arriver là. Détentrice de plusieurs médailles, Hawa Maïga n'a pas eu la chance d'aller à l'international, a pourtant un parcours riche au-delà de l'héritage familial. J'ai été 5-6 fois meilleure arbitre. J'ai été 2-3 fois meilleure arbitre, tout genre confondu. 2 fois meilleure arbitre féminin. Je l'ai commencé avec les Fatoumata Oué, mon grand frère Youssouf Maïga et mon chéri Sinali, Sassi Péa Sonam, Tata Djenebou Touré, Bata Sanogo, etc. On était nombreux. Mais c'est seulement ces 6-là qui sont restés dans l'arbitrage. Et parmi ces 6, tous ont eu la chance d'être internationaux, sauf moi. Et j'ai eu la chance d'aller une fois en Guinée-Bissau en tant qu'arbitre accompagnateur de l'équipe nationale cadette. Et une fois aller au Niger en tant qu'encore arbitre accompagnateur de l'équipe nationale senior dame francophonie. Ce sont ces 2 sorties que j'ai eu la chance de le faire. 25 ans n'est pas donné à n'importe qui dans une discipline. Et un arbitre, comme on le dit, c'est quelqu'un qui doit être honnête. Parce que regarde la façon dont les gens travaillent et venir gâter leur rencontre, ce n'était pas mon objectif. En dehors de ses responsabilités d'arbitre, Mme Kaba Hawa mène plusieurs autres activités, bibliothécaire du Palais de la Culture, commerce en ligne, restauratrice. Ses collaborateurs et sa famille retiennent d'elle une femme de caractère disponible et engagée dans le milieu social. Hawa, c'est une grande dame, pas seulement du côté sport, parce qu'elle porte beaucoup de casquettes. Elle porte la casquette de maman, la casquette d'entrepreneur, la casquette de fonctionnaire. C'est quelqu'un de très brave et ce sport dans lequel elle se trouve, moi je l'ai vu à ses tout débuts. Elle parle de 25 ans vraiment et moi j'étais très petite. Je me rappelle quand elle partait faire son stage ou sa formation à l'INS, à l'Omnisport, je me rappelle, je suis partie avec elle, j'étais toute petite. Vraiment c'est de la pure passion. Hawa, c'est de la pure passion. Elle, l'arbitrage. Hawa, une fille de conviction. Aujourd'hui, une dame de conviction. Quand elle jouait au CAT, un jour, elle m'a dit, tonton, moi, je vais être arbitre de basketball. Ah, j'ai dit, ma fille, tu as tiré à terre. Il n'est pas facile au Mali pour une femme d'être arbitre de basket. Mais si tu as la volonté, le courage, tu peux arriver. En tout cas, moi, je serai là pour t'appuyer. Tout ce que je peux faire pour toi, je le ferai. Je le ferai. Et je vous dis que Hawa a été un arbitre stagiaire exemplaire. Attentive et rigoureuse dans ses tâches quotidiennes. Quand tu me vois seulement, tu dirais que celle-là, elle est dangereuse. Hein. Moi-même, je le sais. Je suis trop impulsive, mais je ne suis pas méchante. Dotée d'un sens du partage, Mme Kaba sait mettre son expérience au service des autres et insiste d'autres femmes, non moins les jeunes filles, à exprimer leur talent partout dans le monde. Cette championne a tenu haut les drapeaux du sport légués par ses illustres parents, pères, frères, mères et sœurs. La Panta,
Salamatou Maïga bébé, Aïchetou Maïga. Sur un tout autre sujet, le mois de Ramadan est une période de jeûne et de prière intense. Ces mois exigent aussi certaines pudeurs, surtout pour les femmes. Les pratiques esthétiques des femmes durant ce mois suscitent beaucoup d'interrogations. Ramadan et beauté chez les femmes sont-ils compatibles? Mariam Koulibaly nous donne des éléments de réponse. Dire que normalement on ne doit pas mettre, moi je ne pourrais pas le dire. Avec le temps qu'il y a ici, là, il fait chaud. Donc peut-être il faut trouver d'autres moyens que le parfum pour que les gens ne puissent pas sentir. Tout comme Diakité Fatoumata Kaba, nombreuses sont les femmes qui se posent la question de savoir si la bonne odeur est autorisée pendant ce mois béni de l'islam qu'est le mois de Ramadan. Pour qui sait, les parfums et les encens sont des outils incontournables chez la plupart des femmes. Toutefois, il est demandé à la femme si elle met des odeurs, des parfums, que ce ne soit pas des odeurs qui est très attirantes, qui fait qu'elle attire plus les gens vers elle. Et surtout dans ces mois bénis de Ramadan où c'est un mois de piété. Donc, elle peut le faire pour casser les odeurs, mais sans que ça soit beaucoup attrayante et attirer les gens sur elle. Nous savons d'ailleurs que la femme est synonyme de beauté et cela implique aussi le maquillage. Le maquillage, pour beaucoup de femmes, est un moyen de se rendre encore plus belle et se mettre en valeur. Mais le mois de Ramadan a ses règles. C'est un mois durant lequel le croyant multiplie ses efforts pour plaire à son Seigneur et cherche la piété auprès de lui. La femme doit reconnaître une puissance et un pouvoir qu'Allah a mis en elle. Et elle doit être capable de contrôler ce pouvoir-là. L'islam n'est pas contre la beauté, l'islam n'est pas contre le fait qu'une femme puisse se rendre belle. Mais on dit la restriction, c'est au niveau de la société et c'est en dehors justement du foyer. Le Coran même dit qu'il y a de ces parures, il y a de ces choses-là qui accompagnent la nature de la femme. Elles peuvent faire justement ce genre de choses-là de façon très modérée sans que ça ne soit source de tentation. Maintenant, le Ramadan ne fera pas exception. Tout le problème et toute la restriction, c'est au niveau justement de l'extérieur. En parlant de l'extérieur, force est de reconnaître qu'il y a certaines femmes qui portent des habits convenablement au style vestimentaire de la société dans laquelle elles travaillent. Certaines aussi se maquillent uniquement dans le cadre de leur travail. Là, le choix ne leur incombe point. Laïcité oblige. Les habillements et ces choses apparentes-là ne représentent qu'1% justement dans le port de la foi. De la même manière que la femme doit se couvrir entièrement avec des habits agréables recommandés, mais elle doit porter la foi. Et quand on porte la foi, on est protégé. Donc peu importe le climat dans lequel nous vivons, mais la vraie foi se trouve dans le cœur. Tout le cas de nos sœurs présentatrices, il y a Dr Youssouf Kartawi et d'autres qui ont dit qu'en fait tout dépend de l'intention. Est-ce que son intention est justement de faire mal aux autres? Non, donc elles seront jugées justement par leur intention. Mais ce qui est bien, ce que l'islam demande, c'est ce qui est connu, c'est le régime donné à la femme. Et donc ça n'annule pas, ce que dit, ça n'annule pas en aucune manière le gène de nos mamans et de nos sœurs représentatrices. Mais elles doivent être vraies porteuses de la foi. Et c'est ce qui peut les garder vraiment très pieuses. Selon les islamologues, l'islam n'interdit pas le maquillage ou encore la mise en valeur de la beauté. Mais cela doit se faire en toute simplicité et avec pudeur. La pudeur implique le bon comportement et même la bonne manière de s'habiller. En fin de compte, notons également que la foi et la beauté intérieure priment sur l'apparence physique du corps.
La prière est un élément important de la vie du fidèle musulman. Avec le mois de Ramadan, les mosquées font les pleins ainsi que certaines voies publiques ou ruelles. Aux heures de prière, surtout la nuit, la plupart des rues deviennent des mosquées temporaires. Faut-il prier partout? Bakari Kabadjakite nous donne des éléments de réponse dans ce reportage. Suivons. Pendant le mois de Ramadan, les mosquées et autres lieux de prière ne désemplissent pas. Ce sont les fidèles qui accourent vers ces lieux pour des prières collectives. L'islam a sa lecture sur la thématique. Le mois du Ramadan est un mois plein de baraka. Le croyant essaye de ne pas manquer les prières obligatoires et ainsi que les prières surrogatoires. Ce qui explique la prise d'assaut par justement les croyants. Les mosquées sont remplies, souvent même c'est débordé. On voit que certaines routes même sont barrées complètement. Donc ça explique un peu cet engouement et la ferveur que tout un chacun peut avoir par rapport aux avantages du mois du Ramadan. Mais ce qui est dit textuellement en islam comme recommandation, c'est de pouvoir pérenniser nos actions. Quant à la prière surrogatoire, le peu que vous pouvez pérenniser, c'est ce qu'il faut et c'est ce qui va justement être utile le jour de la rétribution. En dehors de toute interdiction, notre islamologue a saisi l'occasion pour prodiguer ses conseils aux fidèles. C'est de pouvoir justement fortifier les acquis de nos mosquées voisines pour pouvoir y prier. Parce que si tout le monde fuit, ça peut, la première perte, c'est la fuite justement des fidèles de certaines mosquées et qui peut causer justement des manquements. Sinon, formellement, il n'y a pas d'interdiction formelle là-dessus, mais pourtant la raison nous enseigne certaines choses, même si elles ne sont pas écrites, de pouvoir faire ça dans votre mosquée. Les prières surrogatoires pendant le Ramadan peuvent causer des ennuis aux fidèles par manque d'organisation. Nos interlocuteurs en appellent surtout au bon sens. Aux leaders religieux, parce que c'est à eux maintenant de convaincre les fidèles musulmans à aller d'abord faire ces prières-là à la mosquée. Et à défaut de ça, trouver un espace public. Ça peut être dans la maison de quelqu'un qui a un espace vide dans sa cour, ou bien un terrain de sport, ainsi de suite. Deuxième message, c'est à l'endroit aussi de la population. Même si on doit le faire, on doit quand même bien canaliser, Il est préférable de prier à la mosquée et à défaut, on peut l'accomplir à la maison. Au niveau des carrés, cela peut comporter des avantages et inconvénients. Il faut mettre un repère au niveau du périmètre de la prière pour orienter les passants dans leurs mouvements. La distance de la mosquée fait que certains prient à leur niveau. Se tenir en deçà des règles édictées par l'islam est mieux et cela conformément à l'esprit de la religion musulmane. C'est tout ce qu'il fallait retenir de cette édition. Grand merci à vous. Ne zappez surtout pas l'édition en Bamanankan, c'est juste après moi et c'est avec Daouda Kone. Très bonne suite de nos programmes.